La chute de Rome et l'aube du haut Moyen-Âge irlandais. Bienvenue, ami. Installe-toi, laisse tes épaules se détendre et laisse le silence de l'histoire t'emporter. Ce soir, nous allons remonter le temps. Dans une Irlande de pierre, de champs et d'ombre, une terre où les châteaux allaient un jour surgir de la terre, où les clans défendaient leur honneur et où les mythes chuchotent encore dans le vent. Si ce voyage te plaît, j'aimerais que tu nous aides à atteindre notre premier objectif, 1000 mentions « J'aime ». Un simple clic de ta part prolonge un peu plus la vie de cette histoire. Alors, commençons. Quand le grand empire de Rome s'effondra enfin en Occident, une grande partie de l'Europe sombra dans l'incertitude. Les routes se dégradèrent, les réseaux commerciaux s'effondrèrent, et les villes autrefois animées par des marchands et des érudits devinrent fragiles et silencieuses. Mais l'Irlande était différente. Rome n'avait jamais gouverné cette île au bout du monde connu. Son peuple, les Gaels, avait toujours vécu hors de l'emprise de l'Empire, élevant du bétail, racontant des histoires à la lueur du feu et bâtissant leur propre petit royaume. Ainsi, tandis que la chute de Rome résonnait comme un coup de tonnerre pour beaucoup de terres, en Irlande, ce n'était qu'un nuage d'orage lointain, aperçu mais jamais au-dessus des têtes. Et pourtant, cette tempête apporta des changements. Avec la fin de l'Empire, voyageurs et errants se mirent à circuler, et l'Irlande devint un lieu où de nouvelles vagues de foi et de savoir purent s'enraciner. Le christianisme était déjà en marche à travers l'île, porté par des missionnaires qui chuchotaient une autre vision de la vie, non plus seulement liée au code du guerrier. Peu à peu, les anciens dieux et druides laissèrent place à la croix et aux psaumes. Cela ne se fit pas en une seule génération, mais comme l'aube qui perce doucement la brume d'un champ, la lumière s'étendit, douce et régulière. La vie dans l'Irlande du haut Moyen-Âge était à la fois rude et étrangement belle. Imagine de petits sentiers serpentant à travers des forêts épaisses, l'odeur de la tourbe brûlant dans des cabanes de bois et des troupeaux de bétail glissant comme des ombres sur les prairies. Le bétail, plus précieux que les pièces de monnaie, représentait la richesse. Le pouvoir des familles se mesurait autant par les épées que par les troupeaux. Les rois gouvernaient de minuscules territoires, parfois seulement quelques vallées, et les fidélités changeaient aussi vite que le vent. Pourtant, au milieu de ces alliances mouvantes, un rythme demeurait, festin, raids, récits et lois, tous faisant partie du cycle de la vie. Ce qui rendait cette aube particulière, c'était la façon dont la mémoire se transmettait. Sans les bibliothèques de Rome, ni ses amphithéâtres de pierre, l'Irlande s'appuyait sur la voix humaine. Les poètes et bardes étaient les archives vivantes du peuple. Ils portaient dans leur mémoire les généalogies, chantaient les victoires des guerriers et tissaient des mythes plus anciens que le temps lui-même. Grâce à eux, le passé ne restait jamais silencieux, il marchait aux côtés des vivants, mais les mots seuls ne suffirent pas toujours. Dans les monastères qui commencèrent à apparaître le long des rivières et des côtes, des moines se penchaient sur le parchemin, leurs plumes grattant patiemment à la lumière vacillante des bougies. C'était le début de la réputation de l'Irlande comme une terre de savoir, même si ce n'était encore qu'une aurore. Pour l'instant, la vie restait attachée à la terre et à la mer, pleine de dangers à chaque détour. Les raids étaient fréquents, non seulement entre clans, mais aussi par-delà les eaux. Les Irlandais eux-mêmes lançaient des expéditions sur les côtes occidentales de la Bretagne, pillant et parfois s'installant. Et pourtant, même dans la violence, existait un certain ordre. Les raids obéissaient à des règles, des codes d'honneur et des attentes. Le chaos provoqué par la chute de Rome donna à l'Irlande une ouverture. Elle ne fut pas conquise et choisit donc sa propre voie, enracinée dans de vieilles traditions, mais prête à en accueillir de nouvelles. Si tu t'étais tenu alors sur une falaise balayée par les vents, face à l'Atlantique, tu aurais ressenti l'appel du passé et de l'avenir à la fois. Derrière toi, les bois sacrés des druides s'éteignaient dans la mémoire, sans disparaître totalement. Devant toi, des monastères s'élevaient,
leurs cloches appelant les fidèles à l'aube. Et toujours, il y avait la terre elle-même sauvage, verte et résistante. C'était l'aube du haut Moyen-Âge en Irlande, une époque où l'ombre de Rome s'estompait et où l'île commençait à écrire sa propre histoire, une histoire tissée de rois et de moines, de guerriers et de poètes, de châteaux et de mythes. Ce n'était que le début d'un long voyage, mais déjà les rythmes de la vie médiévale se mettaient en place, façonnant silencieusement ce qui allait venir. Les hauts rois et le rêve d'une Irlande unie, au moment où les villes vikings prospéraient le long des fleuves et des côtes, une autre histoire se déroulait à l'intérieur des terres, plus ancienne que les Drakkar, mais rendue plus vive par leur présence. L'Irlande avait toujours été un patchwork de petits royaumes, chacun dirigé par un roi local. Certains ne contrôlaient que quelques vallées, d'autres régnaient sur de larges plaines, mais aucun n'avait jamais réussi à tenir l'île entière. Pourtant, à cette époque, l'idée d'un haut roi, un souverain assez puissant pour unir l'Irlande sous une seule couronne, commença à briller plus fort que jamais. Ce n'était pas un rêve simple. Les rois étaient liés par le sang, les rivalités, et l'ancien code d'honneur qui imposait de régler les querelles par des raids et des batailles. Les alliances changeaient vite. L'allié d'aujourd'hui pouvait devenir l'ennemi de demain. Mais sur la colline cérémonielle de Tara, l'ancien siège de la royauté demeurait une vision, qu'un homme, s'il était choisi et reconnu, puisse se tenir au-dessus de tous les autres. Le haut roi n'était pas seulement un titre politique, il représentait l'unité, une terre soudée par autre chose que la seule force. Le drame, bien sûr, résidait dans la lutte pour s'approprier ce titre. Des souverains ambitieux s'élevaient, se proclamant Ardri, au roi d'Irlande, pour voir aussitôt leur autorité contestée par d'autres qui refusaient de plier. C'était un jeu d'alliances changeantes, de festins et de trahisons, d'armées rassemblées sur des plaines couvertes de brume. Certains rois cherchaient la légitimité en épousant des clans puissants, d'autres en tissant des liens avec l'Église, espérant que la bénédiction des moines donne du poids moral à leur règne. Imagine la tension dans une salle d'assemblée. Le feu crépite. Des guerriers se tiennent le long des murs, la lance à la main, et deux rois sont assis aux extrémités opposées de la pièce. Chacun attend que l'autre parle le premier, sachant que les mots seuls peuvent peser autant que les lames. Les promesses se font, des serments sont prêtés, et pourtant, sous la surface polie, chacun sait que l'acier peut à tout instant décider du sort. Les Vikings compliquèrent tout. Certains rois irlandais les combattirent avec acharnement, voyant en eux une menace pour l'idée même de souveraineté. D'autres passèrent des accords, utilisant les guerriers vikings comme alliés pour renforcer leurs prétentions. Cela ne fit qu'approfondir les rivalités, car ceux qui s'appuyaient sur des épées étrangères étaient accusés de trahir l'ancien ordre gaélique. Mais malgré toutes ces divisions, le rêve d'une Irlande unie ne disparut jamais. Il vacillait comme une flamme dans le vent, parfois vive, parfois faible, mais jamais éteinte. Ce qui rendait le titre de haut roi si insaisissable, c'était la nature même de l'Irlande. Son paysage était rempli de barrières naturelles, montagnes, tourbières, rivières qui maintenaient les régions séparées. Les clans étaient farouchement fiers de leur indépendance, et aucun chef ne pouvait les tenir longtemps sans lutte constante. Pourtant, tous les quelques générations, une figure surgissait, plus grande que les autres, dont l'ambition dépassait ses propres frontières. Ce furent ces hommes qui portèrent le titre de haut roi, même si leur règne était fragile et contesté. Pour le peuple ordinaire fermier, éleveur, villageois, les grandes rivalités des rois semblaient peu, être lointaines, comme des orages éclatants sur des collines au loin. Et pourtant le résultat comptait. Un haut roi puissant pouvait apporter une certaine stabilité, réduire les raids, faire appliquer les lois et créer assez de paix pour que les récoltes poussent et que les familles prospèrent. Un roi faible ou absent, en revanche, signifiait le chaos des querelles entre voisins, du bétail volé et l'incertitude se propageant comme de la fumée. Dans ce fragile équilibre entre ambition et résistance, entre rivalité
et unité passagère, l'histoire médiévale de l'Irlande s'approfondit. Le rêve d'une couronne unique pour toute l'île resta un rêve, mais un rêve qui ne mourut pas, et qui prépara la scène pour l'ascension de figures dont les noms résonnent encore des siècles plus tard. Brian Boru et la bataille de Clontarf, au milieu de l'enchevêtrement de clans rivaux et de rois ambitieux, une figure s'éleva plus haut que les autres Brian Boru. Son histoire est sans doute ce qui rapprocha le plus l'Irlande, au Moyen Âge, d'un royaume vraiment uni. Né au Xe siècle dans le clan des Dalgicais du Munster, Brian n'était pas destiné par sa naissance à gouverner l'île entière, mais par une détermination sans faille, des alliances habiles et d'incessantes batailles, il se fraya un chemin du statut de chef régional jusqu'au siège de haut-roi à Tara. Brian n'était pas un souverain ordinaire. Il comprenait que le pouvoir ne reposait pas seulement sur l'épée, mais aussi sur la patience et le sens du moment. Il frappait quand ses rivaux étaient affaiblis, bâtissait des ponts avec l'Église pour obtenir la légitimité et tissait avec soin un réseau de loyauté qui s'étendait sur une grande partie de l'Irlande. Au début du XIe siècle, il était devenu un symbole d'unité, même si tous ne l'acceptaient pas. Beaucoup le voyaient comme un usurpateur, d'autres comme un sauveur. Son règne était à la fois admiré et contesté, car dans une terre d'indépendance farouche, aucun homme ne pouvait conquérir tous les cœurs. Puis vint le grand affrontement qui allait marquer son nom, la bataille de Clontarf. L'an était 1014, et sur les plaines au nord de Dublin, les forces de Brian affrontèrent une alliance de Normands d'origine scandinave et de clans irlandais rebelles. Le champ lui-même était saturé de tensions. D'un côté, l'armée de Brian venue du Munster, du Connacht et d'alliés fidèles déterminés à briser pour toujours la puissance des Vikings en Irlande. De l'autre, des guerriers venus de Dublin et d'ailleurs rejoints par des seigneurs irlandais qui ne voulaient pas voir l'autorité de Brian perdurer. Imagine l'aube de ce vendredi saint. La brume s'accrochait au-dessus de la rivière Tolka, tandis que les boucliers se levaient, les lances se plantaient, et les cris de guerre déchiraient l'air. L'affrontement fut tonitruant, des vagues d'hommes s'entrechoquant avec le fer et le bois. Pendant des heures, la bataille fit rage, le fracas des armes et les gémissements des blessés résonnant à travers les marais. Les chroniqueurs disent que ce fut l'une des luttes les plus sanglantes de l'histoire irlandaise, un champ où rois, chefs et simples soldats tombèrent côte à côte. Brian était déjà un vieil homme, âgé de plus de 70 ans. Il ne monta pas au combat, mais resta dans sa tente, priant tandis que la bataille se déroulait. Sa présence, bien qu'éloignée des lignes, servait de force de ralliement. Ces hommes combattaient en sachant qu'ils portaient non seulement sa volonté, mais aussi l'espérance de l'Irlande. Et, à la fin, l'armée de Brian triompha. La puissance des Normands scandinaves en Irlande fut brisée, et bien que les villes vikings demeurèrent, leur influence politique ne se releva jamais. Mais la victoire eut un prix cruel. Quand le jour baissa et que le champ se calma, on trouva Brian assassiné dans sa tente, abattu par un guerrier fuyant. Le haut-roi, qui avait rapproché l'Irlande de l'unité plus que quiconque avant lui, ne vécut pas assez pour voir le fruit de son triomphe. Sa mort jeta une ombre sur la célébration, transformant le triomphe en tragédie. Et pourtant, son héritage survécut. Pendant des siècles, poètes et conteurs parlèrent de Brian Boru comme d'un personnage plus grand que nature, un roi qui avait osé rêver d'une Irlande unie et qui avait tenu tête aussi bien aux rivaux locaux qu'aux ennemis venus de l'étranger. La bataille de Clontarf devint plus qu'un affrontement. Elle fut rappelée comme un tournant, un moment où le destin de l'Irlande sembla tenir au fil d'une lame. Dans le silence après la tempête, la terre elle-même en porta témoignage champs marqués, rivières rougies et récits transmis de bouche à oreille. Et encore aujourd'hui, 1000 ans plus tard, le nom de Brian Boru porte l'écho de ce vendredi saint où l'avenir de l'Irlande semblait suspendu dans la brume. L'invasion normande.
Une nouvelle puissance débarque en l'an 1169. Un demi-siècle après la mort de Brian Boru, l'Irlande retomba dans son vieux rythme de rivalité des clans qui montaient et déclinaient, des alliances qui se faisaient et se défaisaient, de petits royaumes qui résistaient à l'idée d'unité. Les villes nordiques restaient présentes, mais leur influence était désormais mêlée aux luttes irlandaises. Un temps, il sembla que l'histoire de l'île allait continuer comme toujours. Puis, en l'an 1169, le schéma vola en éclats. Une nouvelle force arriva, non pas à bord de dracars rapides, mais sur de lourds navires transportant des chevaliers en armure les Normands. Leur venue commença par une querelle, comme tant d'histoires irlandaises. Diarmait mac Murchada, le roi déchu du Leinster, chercha de l'aide pour retrouver son trône. Il traversa la mer vers l'Angleterre et trouva des alliés parmi les ambitieux seigneurs normands qui s'y étaient installés après la conquête de l'Angleterre un siècle plus tôt. Pour eux, l'Irlande ressemblait à une opportunité riche, divisée et vulnérable. Quand Diarmait leur promit des terres, du pouvoir et même la main de sa fille Awaf, ils acceptèrent. C'est ainsi que les premiers soldats normands débarquèrent sur la côte sud, leur cotte de mailles scintillant sous le ciel gris. Pour les Irlandais, ces hommes devaient sembler différents de tous ceux qu'ils avaient affrontés jusque-là. Les Vikings avaient été des pillards féroces, certes, mais les Normands venaient en conquérant, leurs tactiques disciplinées, leurs armures presque impénétrables, leurs chevaux dressés pour la guerre. Là où les guerriers irlandais combattaient avec rapidité et bravoure, les Normands combattaient en formation, avec poids et précision. Les batailles, autrefois chaotiques, devinrent de terribles démonstrations d'organisation militaire. Waterford tomba la première, ses défenses submergées, puis Wexford, et bientôt l'emprise normande commença à s'étendre. Diarmait reprit le Leinster grâce à eux, mais sa victoire n'était pas la sienne seule. Le chef normand, Richard de Clare, plus connu sous le nom de Strongbow, épousa Awife, et avec elle obtint une revendication non seulement sur le Leinster, mais aussi sur des racines plus profondes dans la terre irlandaise. Ce mariage était bien plus qu'une union de deux personnes. Il liait le destin de l'Irlande aux ambitions d'une nouvelle puissance. La nouvelle du succès normand se répandit vite, et avec elle, l'inquiétude. D'autres rois irlandais virent ce qui se passait et comprirent le danger trop tard. Les Normands n'étaient pas venus seulement pour aider Diarmait, ils étaient venus pour rester. Des châteaux s'élevèrent là où il n'y en avait jamais eu, des tours de pierre plantées fermement dans le sol comme symbole de permanence. Ce n'étaient pas les camps éphémères des pillards vikings, c'étaient des ancrages, et chacun proclamait « Nous sommes ici, et nous ne partirons pas ». Pourtant, comme toujours en Irlande, l'histoire était complexe. Certains seigneurs irlandais combattirent farouchement les Normands, mais d'autres choisirent de s'allier à eux, voyant dans leur force un moyen de dépasser des rivaux. C'était un schéma que l'île avait déjà connu des épées étrangères brandies dans des querelles locales, mais cette fois, le prix était plus lourd. Les Normands n'étaient pas des alliés temporaires. Ils exigeaient la suzeraineté, des tribus et le contrôle. Et, de l'autre côté de la mer, le roi d'Angleterre, Henri II, prit note. Il craignait que ces barons normands en Irlande ne se taillent un royaume hors de sa portée. Alors, en l'an 1171, il traversa la mer d'Irlande avec sa propre flotte, débarquant à Waterford avec des centaines de chevaliers. C'était la première fois qu'un roi anglais posait le pied sur le sol irlandais, marquant le début de siècles d'enchevêtrement, de conquête et de résistance. Pour ceux qui vécurent ces événements, l'invasion devait ressembler à une vague qu'on ne pouvait repousser. Les fortins de bois et les razzias de bétail appartenaient désormais au passé. Les châteaux de pierre, les chevaliers montés et le droit féodal redessinaient l'île. L'histoire médiévale de l'Irlande entrait dans un nouveau chapitre écrit non seulement par ses rois et ses clans, mais aussi par une puissance venue d'au-delà des mers, dont l'ombre allait s'assombrir siècle après siècle. Alliances matrimoniales et trahisons entre clans,
toutes les alliances de l'Irlande médiévale ne se scellaient pas à l'épée. Beaucoup l'étaient au foyer nuptial, quand les mains se joignaient et que les serments se murmuraient entre familles. Dans un monde de clans rivaux et de loyautés fragiles, le mariage était une arme autant qu'une union. Il pouvait lier des ennemis dans la paix, renforcer des droits sur des terres, ou assurer une fidélité que le sang seul ne garantissait pas. Mais tout aussi souvent, ces unions menaient à la trahison, aux promesses brisées et aux querelles amères qui dégénéraient en guerre. Imaginez une grande salle, des torches éclairant la pierre, un festin dressé en l'honneur d'un mariage. Les musiciens jouent doucement, les invités lèvent des coupes d'hydromel, et au centre siègent les époux, leur famille observant avec attention. De l'extérieur, on voit la joie, derrière les sourires, on calcule. Quelle terre accompagne cette union? Quelle alliance tiendra? Qui gagnera en pouvoir? Qui en perdra? Ici, l'amour passait souvent après la politique. Le mariage, c'était la politique écrite dans la chair. Chez les clans gaéliques, la parenté faisait tout, et un mariage pouvait étendre une toile d'alliance par-delà vallées et montagnes. Une fille donnée à un autre clan devenait un pont de paix, ses enfants liant deux lignées. Mais la paix restait rarement simple. Si un camp se sentait déshonoré, si d'eau et terre promises n'étaient pas tenues, le lien se tordait en ressentiment. Parfois, les femmes devenaient pions des rivalités prises, échangées ou utilisées comme monnaie d'échange dans les disputes. Pourtant, les femmes n'étaient pas toujours sans pouvoir. Certaines maniaient une influence discrète, conseillant mari ou fils, orientant la politique du clan par des voies subtiles mais décisives. D'autres devinrent dans les chants des bardes des symboles de trahison ou de loyauté. On chantait un pacte nuptial brisé menant à l'insulte et à la vendetta. Ailleurs, une épouse trahissant son mari pour aider les siens. Ces histoires mettaient en garde. Les alliances étaient fragiles, et la confiance pouvait se rompre en un seul choix. Les Normands jouaient eux aussi cette partie, épousant des familles gaéliques pour asseoir position et légitimité. Ces unions brouillaient souvent les lignes culturelles, créant des foyers où traditions irlandaises et normandes cohabitaient sans toujours s'accorder. Les enfants nés de ces mariages portaient les deux identités, parfois unissant des loyautés, parfois creusant les tensions. Pour la couronne anglaise, ces unions inquiétaient, preuve que les colons normands devenaient plus irlandais que les Irlandais. Des lois comme les Statutes de Kilkenny, promulguées en l'an 1366, voulurent interdire ces mariages. Dans les faits, l'attrait de la politique et des terres l'emportait souvent sur des décrets lointains, et puis venaient les trahisons. Un clan pouvait accepter la paix par mariage, puis rompre le pacte à la première occasion. Une alliance promise se dissolvait si un parti plus avantageux se présentait. De tels revirements déclenchaient des guerres soudaines. Des familles se sentaient déshonorées, leur orgueil meurtri comme par une lame. Ainsi, les mariages tissaient la concorde, autant qu'ils allumaient l'incendie, aussi imprévisible que le temps changeant sur les collines. L'histoire en offre maints exemples. Les dynasties O'Donnell et O'Neill d'Ulster forgèrent des mariages pour se renforcer, mais des trahisons entre elles nourrirent des querelles amères jusque dans les siècles suivants. Les seigneurs McCarthy du Munster usèrent du mariage pour pacifier des voisins, mais on raconte des promesses rompues, des fiancées promises à une famille finalement données à une autre au gré des vents politiques. Ces volte-face pouvaient défaire des années de paix fragiles et renvoyer des alliés d'hier s'affronter sur le champ de bataille. Même dans le monde normand, les trahisons par mariage étaient fréquentes. Les Fitzgerald, comtes de Kildare, parmi les plus puissants d'Irlande, asseyaient souvent leur domination par des unions avec noblesse normande et gaélique. Leurs rivaux les accusaient sans cesse de rompre leurs paroles, d'utiliser le mariage pour concentrer la puissance, puis de se retourner contre leurs alliés une fois renforcés. Ces tensions nourrissaient la défiance. La frontière entre alliance et rivalité n'était jamais stable. Les trahisons n'étaient pas réservées aux grandes dynasties. À plus petite échelle,
Un chef mineur pouvait promettre sa fille à un allié local, puis la marier à un voisin plus puissant. La famille flouée, humiliée, ripostait parfois par des raids, entraînant des régions entières dans des cycles de vengeance. Dans une société où l'honneur faisait tout, être dupé en mariage valait une défaite en guerre. Les poètes ne laissaient pas ces trahisons sans écho. Des chansons et satires dénonçaient l'infidèle, raillaient les promesses rompues, diffusant l'histoire à travers le pays. Pour un chef, être cloué dans la mémoire, en poème comme déshonoré, pouvait faire autant de mal qu'une défaite militaire. À l'inverse, la fidélité scellée par mariage était exaltée, donnée en exemple de bon gouvernement et de sagesse. Pour ceux qui vivaient sous ces décisions, les conséquences étaient profondes. Une jeune épouse quittant sa maison pour vivre parmi des inconnus portait à la fois espoir et crainte. Un mari lié à une alliance qu'il n'avait pas choisie voyait sa vie détournée par la politique des clans. Une famille trahie par un mariage perdait parfois non seulement l'honneur, mais la sécurité, se retrouvant soudain sans alliés quand l'ennemi pressait. C'étaient des histoires humaines désirs, devoirs, pertes, qui se jouaient dans les grands courants du pouvoir. Au fond, le mariage en Irlande médiévale n'était que rarement l'affaire de deux individus. Il s'agissait de terre, de bétail, d'honneur et de survie. Se marier, c'était lier des familles, parfois pour le meilleur, parfois pour la ruine, et dans chaque salle où les mains se serraient et les vœux s'échangeaient, l'avenir des clans se déplaçait, fragile et changeant comme la flamme d'une torche dans le vent. L'ascension des grands comtes et des chefs de clans, au fil des siècles, l'histoire de l'Irlande devint celle de figures puissantes qui dominaient les autres chefs de clans et comtes dont les noms résonnaient à travers vallées et mers. C'étaient des hommes capables de rassembler des centaines, parfois des milliers de guerriers, dont la voix pouvait décider du sort d'une bataille et dont les alliances pouvaient changer l'équilibre de l'île. Leur ascension ne reposait pas seulement sur les lignées de sang, mais sur l'ambition, la stratégie et l'art délicat de marcher sur le fil entre tradition gaélique et influence normande. Dans le cœur gaélique, les chefs régnaient encore grâce à la force des liens de parenté. La légitimité d'un homme se mesurait autant à sa générosité qu'à son habileté à la guerre. On attendait de lui qu'il organise de grands festins, récompense les poètes, distribue du bétail à ses partisans et protège l'honneur de son clan à tout prix. Les salles de ces chefs vibraient de musique, de rires et du bruit du métal qu'on affûtait. Défier un chef, ce n'était pas seulement affronter ses guerriers, c'était provoquer tout un réseau de familles liées par le sang, la fierté et la tradition. Dans les terres contrôlées par les Normands, un autre type de pouvoir prit forme. Les comtes s'élevaient comme seigneurs féodaux, leur autorité liée à de vastes domaines et aux lois de la couronne anglaise. Leur force reposait autant sur les champs de bataille que dans les tribunaux, les chartes écrites et la loyauté des vassaux. Pourtant, plus ils vivaient en Irlande, plus beaucoup d'entre eux adoptaient des coutumes irlandaises langues, mariages avec des familles gaéliques, pratiques qui brouillaient la frontière entre conquérants et natifs. Leurs enfants grandissaient souvent entre deux mondes, portant à la fois les traditions rigides de l'ordre féodal et l'indépendance farouche des lignées gaéliques. Ce mélange donna naissance à des figures d'une puissance extraordinaire. Un comte pouvait entrer en bataille avec sa cavalerie cuirassée, bannière au vent et trompette résonnant, tandis qu'un chef gaélique rassemblait ses guerriers par des discours enflammés et les notes vibrantes de la harpe. Tous deux connaissaient l'importance des symboles festins somptueux pour montrer leur générosité, cortèges éclatants pour projeter la force, alliances scellées par mariage ou par éducation nourricière. La politique et le spectacle allaient de pair, car le pouvoir tenait autant à son apparence qu'à son exercice. Certains de ces chefs devinrent des légendes. Des noms comme les Fitzgerald, les Butler et les O'Neill dépassaient largement leur terre, inspirant à la fois loyauté et crainte. Pour le peuple, ces hommes semblaient presque des forces de la nature,
Un paysan pouvait devoir un loyer à l'intendant d'un comte un jour et être appelé à combattre pour un chef gaélique le lendemain, sa vie ballottée entre des puissances rivales qu'il n'osait même pas approcher directement. Ce qui rendait cette ascension frappante, c'était sa fragilité. Une seule trahison, une mauvaise récolte ou une défaite désastreuse pouvait renverser le plus grand seigneur. Pourtant, ceux qui survivaient devenaient des symboles de résistance. Dans la poésie gaélique, on les célébrait comme des lions dans la guerre et des chênes dans la paix, solides et inébranlables. Dans les chartes normandes, leurs titres étaient soigneusement rédigés en latin pour que leur mémoire dure bien après leur mort. Les deux traditions cherchaient à donner permanence au pouvoir dans un monde incertain, l'ancrant à la fois dans la mémoire et dans la terre. Imagine la salle d'un grand comte ou chef à la veille d'une guerre. L'âtre flamboie, les ombres dansent sur les murs de pierre, et l'air vibre de tension. Les guerriers affûtent leurs lames, les armures s'entrechoquent doucement, et les poètes récitent des vers exaltants, rappelant les victoires passées. Le Seigneur marche parmi ses hommes, serre des mains, souffle des paroles de courage. Sa simple présence est une arme, soudant ses partisans par la loyauté et la fierté. Dehors, rivières, tourbières et forêts attendent, témoins silencieux d'un nouvel affrontement d'ambition. L'ascension de ces figures n'était pas seulement une question de domination, c'était une question de survie. Ils étaient des ponts entre deux époques, portant les liens de parenté gaélique tout en affrontant la pression de la domination normande. Leurs choix, leurs victoires et leurs défaites façonnèrent le chemin de l'Irlande, laissant derrière eux à la fois des ruines et des récits. Bien après la chute de leurs bannières et l'effritement de leurs châteaux, leurs noms survécurent, cousus dans des chants, des chartes et des légendes. En eux, l'esprit médiéval de l'Irlande, à la fois fier et précaire, trouva son incarnation. Moines, manuscrits et l'île des saints et des savants. L'histoire de l'Irlande au début du Moyen Âge se tourne vite vers l'intérieur, loin du bruit des raids et des rois changeants, pour entrer dans le silence des monastères aux murs de pierre. Ici, les moines menaient des vies de discipline et de silence, leurs journées marquées non par les batailles mais par les cloches. Cloche du matin, cloche de midi, cloche du soir. Chaque sonnerie était un fil dans la trame de la prière, tissant le temps en un ordre sacré. Ces monastères devinrent plus que des lieux de culte. Ils devinrent le cœur battant de la réputation de l'Irlande comme l'île des saints et des savants. Imagine-toi entrer dans l'un d'eux. L'air sent la cire et la fumée, et l'humidité froide de la pierre ne quitte jamais vraiment la peau. Les bougies vacillent devant des croix de bois sculptées, projetant des ombres tremblantes sur les murs. Dans un coin, un moine est penché sur une page de vélin, copiant patiemment des textes sacrés. Chaque trait de plume est lent, régulier et précis. L'encre brille, accrochant un reflet de lumière avant de s'enfoncer dans le parchemin. Il n'est pas pressé. Son travail est destiné à durer des siècles. Les manuscrits créés ici allaient devenir des trésors inestimables. Certains étaient simples, portant les mots des écritures en lettres sobres, mais d'autres devinrent de véritables chefs-d'œuvre. Feuilles d'or, bleu profond tiré du lapis écrasé, et motifs en spirale, bêtes et saints, ornaient les pages. On dit que les moines qui travaillèrent sur le livre de Kells, sans doute le plus célèbre, considéraient leur art comme une prière. Orner un seul mot, c'était l'élever vers le ciel. Ce qui rendait ces lieux remarquables, ce n'était pas seulement l'art, mais aussi le savoir qu'ils préservaient. Alors qu'une grande partie de l'Europe voyait ses bibliothèques brûlées et son savoir décliner après la chute de Rome, les moines irlandais rassemblaient des fragments de textes latins, les copiaient et les transmettaient. Ils sauvèrent non seulement leur propre culture, mais aussi une part de la sagesse du monde. Dans de petites cellules aux fenêtres étroites, des hommes qui ne voyageaient jamais au-delà de leurs murs devinrent les gardiens de la mémoire de la civilisation. Et pourtant, les monastères n'étaient jamais totalement isolés.
Des pèlerins traversaient la mer pour venir y étudier, et les moines irlandais eux-mêmes voyageaient, des livres sous le bras, le bâton à la main. Ils atteignirent jusqu'aux Alpes, fondant des monastères à l'étranger, laissant l'empreinte de l'Irlande à travers l'Europe. Pour ceux qui les rencontraient, ils semblaient venir d'un autre monde des saints errants, venus d'une île lointaine et pluvieuse, entièrement dévoués à Dieu et au savoir. La vie au monastère n'était pourtant pas épargnée par le monde extérieur. Les raids de bétail atteignaient parfois leurs portes, et les moines devaient protéger non seulement leurs livres, mais aussi leur vie. Leur réponse, rarement armée, fut d'élever des tours rondes hautes, fines et solides. Quand le danger approchait, les cloches sonnaient, et les moines grimpaient à des échelles qu'ils tiraient ensuite derrière eux. À l'intérieur, ils attendaient, leurs manuscrits dissimulés dans des recoins, tandis que les pillards passaient. Dans les heures calmes entre les menaces, l'étude reprenait son rythme. Les élèves, assis en tailleur sur des sols recouverts de joncs, écoutaient les anciens réciter écriture et récits, mêlant le sacré au poétique. Pour les Irlandais, il n'y avait jamais de séparation nette entre savoir et imagination. Un moine pouvait passer sa matinée sur l'évangile de Jean et sa soirée à réciter une légende de Cuchulainn ou de Finn MacCool. La foi et le mythe ne s'excluaient pas, ils coexistaient, nourrissant l'âme de façon différente. C'est ce mélange de dévotion, d'art et de récit qui fit rayonner l'Irlande au 1er siècle du Moyen Âge. Plus tard, des voyageurs frappés par la densité des monastères appelèrent cette île l'île des saints et des savants, une expression qui résonne encore comme une bénédiction. Et quand on y pense, peut être que ces moines n'auraient jamais imaginé que leur travail tranquille, à la lueur des bougies, résonnerait aussi loin dans le futur, atteignant non seulement l'Europe, mais aussi nous, assis ici, des siècles plus tard, à écouter dans l'obscurité. Les navires vikings sur les côtes irlandaises, la paix des monastères éclairés à la bougie, ne dura pas éternellement. Un matin, vers la fin du 8e siècle, les guetteurs postés le long des côtes irlandaises aperçurent quelque chose d'étrange à l'horizon des ombres qui glissaient vite et bas sur la mer. Ce n'étaient ni des bateaux marchands, ni de simples barques de pêche locales. Leurs coques étaient longues et fines, leurs proues sculptées en têtes de dragon, leurs voiles larges et rouges se détachant sur le ciel gris. Les premiers navires vikings venaient d'arriver en Irlande. Pour ceux qui se trouvaient sur le rivage, la vue devait glacer plus encore que le vent de l'océan. Ces navires étaient conçus pour la vitesse et la surprise. Ils pouvaient remonter des rivières peu profondes, disparaître derrière un cap et frapper sans prévenir. Quand les pillards débarquaient, ce n'était pas pour cultiver la terre ou s'installer doucement, mais pour s'emparer de richesses, de l'or, de l'argent, du bétail et parfois des captifs. Et les plus grands trésors de l'Irlande à cette époque se trouvaient dans les monastères. Imaginez le choc, des moines penchés sur leurs manuscrits, les cloches appelant à la prière, quand soudain le fracas des armes retentit dehors. Des hommes aux longs cheveux, armés de haches, enfonçaient les portes, arrachaient calices, reliquaires et couvertures précieuses de livres sacrés. Les cierges basculaient, la fumée emplissait l'air et le silence sacré s'effondrait. Pour les générations suivantes, les raids vikings ressemblaient à une tempête qui s'abattait brutalement sur l'île, violente et imprévisible. Mais les tempêtes, malgré leur violence, transforment aussi les terres qu'elles frappent. Les Vikings ne se contentèrent pas de piller. Avec le temps, ils revinrent encore et encore, apprenant à connaître les côtes, passant l'hiver dans des baies abritées, commerçant autant qu'ils attaquaient. Ce qui avait commencé par la terreur devint peu à peu un enchevêtrement de relations. Les chefs irlandais, bien que furieux de leur perte, virent aussi des occasions des alliances à conclure, des armes à acheter, des clans rivaux à affaiblir grâce à l'aide des Vikings. Pour les simples villageois pourtant, la peur était bien réelle. Des flammes s'élevaient à l'horizon là où jadis il n'y avait que champs et forêts. Les enfants étaient réduits au silence pendant que les familles se cachaient dans les collines ou les bois, guettant le bruit de pas dans la boue. Le souvenir de ces premiers raids resta longtemps après que la fumée se fut dissipée,
devenant des récits où les pillards étaient décrits comme des êtres surnaturels, des géants aux yeux flamboyants, des démons sortis de la mer. La vérité, bien plus humaine, n'en était pas moins effrayante. Ce qui donnait l'avantage aux Vikings, ce n'était pas seulement leur férocité, mais leurs navires. Le drakkar était un prodige d'ingéniosité, assez léger pour être porté sur de courtes distances, assez rapide pour courir avec le vent, assez solide pour traverser des mers déchaînées. Ces bateaux étaient comme le prolongement des pillards eux-mêmes, symbole à la fois de liberté et de terreur. Pour l'Irlande, l'arrivée de ces navires marquait le début d'un nouveau chapitre qui allait transformer ses bourgs, son commerce et même son sang. Et d'une manière étrange, leur présence ajouta encore à la complexité de la vie irlandaise. L'Irlande n'avait jamais été un lieu simple, peuplé d'un seul peuple ou d'une seule culture. C'était un tissu de fils entremêlés gaéliques, chrétiens, poétiques et désormais nordiques. Dans les décennies à venir, les drakkars revinrent, non seulement avec des pillards, mais aussi avec des colons qui allaient fonder de nouvelles villes, de nouvelles coutumes et de nouvelles rivalités. La mer, jadis simple barrière et source de poissons, devenait une route ouverte au changement. Si vous vous étiez tenu sur une falaise à cette époque, regardant l'horizon, vous vous seriez demandé quelle voile allait apparaître l'amitié, le commerce ou le feu. Cette incertitude fit partie intégrante de l'histoire médiévale de l'Irlande, rappel constant que le destin de l'île dépendait non seulement de sa terre, mais aussi des eaux agitées qui l'entouraient. La naissance des villes vikings irlandaises, Dublin, Waterford, Limerick. Au début, les Vikings passaient comme des tempêtes. Ils attaquaient, brûlaient, puis disparaissaient vers la mer. Mais les tempêtes ne durent jamais toujours, et ces pillards, après des années de rapine, commencèrent à voir l'Irlande autrement qu'un simple butin. Ils virent ses rivières, ses terres fertiles et ses baies abritées. Alors, au lieu de repartir, certains restèrent. De cette décision naquirent les villes qui allaient devenir Dublin, Waterford et Limerick. Imaginez ce que cela représentait pour les habitants de l'île. Pendant des siècles, l'Irlande n'avait été qu'un pays de villages dispersés, de monastères et de petits royaumes. Il n'y avait pas de vraies villes, pas de grands marchés où s'échangeaient des biens venus de loin. Mais désormais, au bord des rivières et sur les côtes, on voyait s'élever des palissades de bois. Derrière elles, des rangées de maisons, d'ateliers et de comptoirs prenaient forme. De la fumée s'élevaient des foyers où l'on forgeait le métal et cuisait le pain, et les cris des marchands résonnaient là où autrefois seule la mer et le vent parlaient. Dublin, sans doute la plus célèbre de ces villes fondées par les Vikings, commença comme un long fort, une sorte de camp fortifié pour navires, à l'embouchure de la Liffey. Ce qui n'était qu'un campement devint vite un village, puis un centre animé de commerce. Imaginez des ruelles boueuses bondées de marchands, des Nordiques proposant ambre et fourrure du Nord, des chefs irlandais arrivant avec bétail et peaux, et même des biens venus d'aussi loin que la Méditerranée. Soudain, l'Irlande s'était reliée au vaste monde comme jamais auparavant. Waterford et Limerick suivirent le même chemin. Chaque ville commença par des pillards tirant leurs navires sur les berges des rivières, mais, avec le temps, l'attrait d'un établissement permanent fut trop fort. Ces lieux devinrent des carrefours où vie gaélique et nordique s'entremêlaient. Des mariages se formèrent, des enfants grandirent en parlant deux langues, et les coutumes se mêlèrent pour créer quelque chose de nouveau. Ce n'était pas toujours paisible, bien sûr les conflits étaient fréquents et les batailles éclataient pour contrôler ces villes précieuses. Mais au milieu même de la rivalité, un sentiment de permanence prenait racine. La vie dans ces premières villes était bruyante, dense et vibrante. Imaginez des forgerons martelant le fer, des femmes tissant de la laine teinte de couleurs vives, des pêcheurs déchargeant leurs prises, et des enfants courant dans les ruelles étroites. L'air était chargé d'odeurs celles de la mer, fumée des foyers et parfum des animaux amenés pour la vente. Comparée au rythme tranquille de la campagne, la vie en ville devait sembler écrasante, mais aussi pleine de promesses.
Et voici ce qui est remarquable. De la rencontre entre Irlandais et Nordiques naquirent de nouvelles identités. Ce n'étaient pas simplement des Vikings installés sur le sol irlandais. Ils devinrent quelque chose d'intermédiaire, qu'on appelle souvent les hiberno-nordiques. Ils gardèrent l'esprit marin et commerçant de leurs ancêtres, mais adoptèrent aussi les lois, les coutumes foncières et même les noms irlandais. Au fil des générations, ces communautés métissées transformèrent le tissu social de l'Irlande. Les monastères qui avaient autrefois craint les Drakkar en vinrent à commercer avec les villes issues de ces mêmes navires. L'or et l'argent, autrefois arrachés lors de pillages, pouvaient désormais s'échanger sur les marchés. C'était un drôle de retournement. Ceux qui étaient venus comme destructeurs finissaient par s'enraciner, devenant une part durable de l'histoire de l'Irlande. Si vous vous promenez aujourd'hui dans les rues de Dublin ou de Waterford, sous les bâtiments modernes et la circulation animée, les fantômes de ces palissades et ruelles étroites sont toujours là. Ils rappellent que l'Irlande médiévale n'était pas un pays coupé du monde, mais un lieu profondément connecté par les routes maritimes, le commerce et les échanges humains. Ainsi, des raids naquirent des villes, de la peur naquit le commerce. Et des étrangers naquirent des voisins. L'aube médiévale de l'Irlande entrait dans une nouvelle étape, celle de villes animées et d'identités changeantes, où l'ancien et le nouveau apprenaient à vivre côte à côte. Des châteaux surgissant de la pierre et de la stratégie, quand les Normands arrivèrent, ils ne se contentèrent pas de remporter des batailles, ils transformèrent la forme même du paysage. Leur marque la plus durable fut le château. Avant cela, les places fortes irlandaises étaient des forts circulaires en terre et en bois, destinés à protéger familles et bétail en cas de danger. Mais les Normands apportèrent autre chose, des tours de pierre qui semblaient surgir de la terre elle-même, dures et inébranlables. Au début, ils bâtirent vite. Des châteaux en bois de type motte castrale apparurent dans le Leinster et le Munster, des buttes de terre couronnées de tours de bois, entourés de fossés et de palissades. Ils n'étaient pas faits pour durer, mais ils inspiraient la peur, montrant que les Normands pouvaient imposer leur présence sur la terre avec une rapidité troublante. Une fois leur emprise assurée, le bois céda la place à la pierre, et avec la pierre vint la permanence. Imaginez la première vision d'un de ces châteaux, un donjon gris se dressant au-dessus des champs verts, ses murs bien plus hauts que n'importe quel fort circulaire, ses angles nets contre les collines ondulantes. De loin déjà, le message était clair, ce n'était pas un lieu à piller ou à défier. C'était une forteresse, une déclaration de domination. À l'intérieur, le monde différait des salles enfumées des rois irlandais. Les châteaux normands étaient des lieux d'ordre et de stratégie. La grande salle en était le cœur, où les seigneurs dînaient sous de hautes poutres et prenaient des décisions qui façonnaient des régions entières. Des escaliers de pierre menaient à des chambres où les tapisseries adoucissaient le froid, tandis que les réserves en bas contenaient viande salée, tonneaux de bière et armes prêtes à l'usage. Même les plus petits détails respiraient le contrôle. Des meurtrières étroites percées dans les murs, des portes renforcées capables de résister à un bélier, et des cours où les soldats s'exerçaient en formation serrée. La vie autour de ces châteaux changea elle aussi. Des villages s'élevaient souvent à leur ombre, peuplés d'artisans, de marchands et de fermiers qui fournissaient les besoins de la garnison. Des marchés s'animaient devant les portes, où Irlandais et Normands pouvaient échanger, toujours sous l'œil vigilant des hommes du Seigneur. Pour les clans gaéliques locaux, ces châteaux étaient à la fois une menace et une attraction. Les attaquer était presque impossible, mais les ignorer impensable. Ils remodelaient le commerce, la loi et même l'équilibre des pouvoirs. Mais les châteaux étaient plus que des murs et des tours. C'étaient des stratégies gravées dans la pierre. Chacun était placé avec soin sur une colline dominant un gué, près d'une plaine fertile, ou surveillant l'accès à une ville fondée par les Vikings. Ensemble, ils formaient un réseau de contrôle qui permettait aux Normands de tenir des territoires loin de leur premier débarquement. La terre elle-même
étaient revendiqués, bloc de pierre après bloc de pierre. Pour les Irlandais qui vivaient sous leur ombre, ces châteaux devaient sembler à la fois étrangers et inflexibles. Ils se dressaient à l'horizon, rappelant qu'un nouvel ordre était arrivé, soutenu par des forces trop puissantes pour être facilement repoussées. Et pourtant ils devinrent aussi partie intégrante du paysage irlandais, absorbés dans ses histoires et ses luttes. Certains furent repris par des clans gaéliques lors de rébellions, d'autres abandonnés et laissés à l'abandon. Mais beaucoup survécurent, leurs ruines se tenant encore des siècles plus tard, témoins silencieux de l'ère de la conquête. Si vous parcourez l'Irlande aujourd'hui, vous les trouverez coquilles de pierre sur les collines, lierres rampant sur les murs brisés, fenêtres ouvertes au vent. Ils nous rappellent qu'autrefois, le pouvoir ne se portait pas seulement à cheval, mais s'inscrivait aussi dans la pierre, conçue pour durer bien après la disparition des hommes qui les avaient bâtis. Les châteaux n'étaient pas seulement des demeures ou des forteresses, ils étaient les symboles d'une Irlande en mutation, partagée entre ses vieilles traditions et le poids nouveau d'une domination étrangère. Les clans gaéliques et la lutte pour la survie, tandis que les châteaux normands s'élevaient à travers le paysage, les clans gaéliques d'Irlande ne disparurent pas dans l'ombre. Ils avaient été le cœur battant de l'île pendant des siècles, leur pouvoir enraciné non pas dans la pierre, mais dans le sang, la terre et la tradition. Chaque clan portait sa propre lignée, retraçant ses ancêtres à travers les générations, souvent avec des récits où l'histoire se mêlait au mythe. Appartenir à un clan, c'était savoir qui l'on était, d'où l'on venait et qui se tiendrait à ses côtés au combat. L'arrivée des Normands bouleversa ce monde, mais ne le brisa pas. Beaucoup de clans s'adaptèrent vite, se repliant vers l'ouest et le nord sauvage, où montagnes et tourbières rendaient le contrôle normand difficile. D'autres choisirent la défiance ouverte, attaquant des forteresses normandes, frappant rapidement avant de disparaître dans les forêts et collines. La vie devint un équilibre constant, résister à la puissance étrangère, tout en continuant à affronter les clans rivaux, car les vieilles querelles ne s'éteignirent pas avec l'arrivée d'un nouvel ennemi. Pour comprendre les clans, imagine un chef assis dans sa salle de bois, un feu flambant en son centre, ses guerriers rassemblés autour. Autour de lui se trouvent poètes, juristes et fils élevés par des familles alliées, tous faisant partie de l'immense toile qui tenait le clan uni. La loyauté n'était pas seulement attendue, elle était tout. Un homme sans clan était un homme sans protection, et la protection, c'était la vie même. Les clans vivaient selon leurs propres lois, connues sous le nom de droit brehon, un système plus ancien que le christianisme en Irlande. Ces lois privilégiaient la réparation à la punition si du bétail était volé, il devait être remplacé. Si une blessure était faite, une compensation était due. C'était un monde où l'honneur et l'équilibre comptaient davantage que la main lourde d'un seigneur féodal. Les Normands apportèrent leur propre système féodal de hiérarchie stricte. Mais dans les terres gaéliques, les anciennes coutumes persistaient, tenaces et résilientes. La survie avait cependant un prix. Certains clans conclurent des trêves fragiles avec des seigneurs normands, allant même jusqu'à se marier dans leur famille lorsque cela servait leurs intérêts. Ces alliances étaient fragiles, souvent rompues aussi vite qu'elles étaient conclues. D'autres s'accrochèrent farouchement à leur indépendance, se repliant plus profondément encore dans des paysages sauvages que les Normands peinaient à dompter. L'ouest de l'Irlande, avec ses montagnes, ses lacs et ses tourbières, devint un bastion de vie gaélique, un lieu où les vieilles traditions pouvaient encore respirer. La survie quotidienne ne reposait pas uniquement sur la guerre, elle dépendait du bétail, le sang vital de la richesse gaélique. Les troupeaux étaient déplacés au fil des saisons, gardés avec acharnement contre les pillards et célébrés lors de festins qui renforçaient les liens communautaires. La force d'un clan se mesurait non seulement au nombre de guerriers qu'il pouvait mobiliser, mais aussi à la taille des troupeaux qu'il protégeait. Et à côté de cette richesse tangible, vivaient des trésors immatériels chants, poèmes et généalogies, transmis par la mémoire de génération en génération.
Oublier une généalogie était presque aussi honteux que perdre une bataille, car l'ascendance formait l'ossature de l'honneur. Le système de l'élevage nourricier renforçait encore les liens entre clans. Les enfants étaient souvent élevés dans les foyers de familles alliées, créant des attaches plus profondes que des traités. Un garçon grandi dans la salle d'un autre clan devenait non seulement parent, mais aussi gage de confiance, garantissant que les familles réfléchiraient à 2 fois avant de se trahir. Cette pratique donnait à la politique gaélique une solidité particulière, tissant un filet de loyauté à travers l'Irlande que le féodalisme normand avait du mal à défaire. Aux yeux des Normands, les clans pouvaient paraître désorganisés, voire primitifs en comparaison de leurs châteaux de pierre et de leurs chartes écrites. Mais la force des clans résidait dans leur souplesse. Ils savaient se fondre dans le paysage, frapper soudainement, et s'appuyer sur des liens de parenté qu'aucun seigneur étranger ne pouvait facilement rompre. Leurs salles n'étaient peu, être pas de pierre, mais elles étaient fortifiées par la loyauté et la tradition. Et à côté du concret existait le symbolique. Les poètes, ou filles, étaient presque aussi vénérés que les guerriers, car ils portaient la mémoire en vers. Un clan sans poète était un clan sans voix. En temps de crise, un seul poème pouvait entacher une réputation plus profondément qu'une épée, tandis qu'un chant de louange dans la salle d'un chef pouvait l'immortaliser longtemps après sa mort. Ces armes culturelles étaient aussi vitales que les lances et les boucliers dans la lutte pour la survie. La lutte des clans gaéliques n'était pas seulement militaire, elle était culturelle, spirituelle et personnelle. Chaque festin, chaque tribunal, chaque poème bardique était un acte de survie, une façon de dire « nous sommes toujours là ». Même dans l'ombre des châteaux normands, les clans maintinrent leurs traditions, et ce faisant, ils gardèrent vivant le cœur battant de l'Irlande gaélique. Le Pal, une terre divisée entre Normands et natifs. À la fin du Moyen Âge, l'Irlande n'était plus une simple mosaïque de territoires claniques et de châteaux normands éparpillés. Elle était devenue une terre divisée, et nulle part cette division n'était plus visible que dans la région appelée le Pal. C'était le cœur du pouvoir normand, centré autour de Dublin, là où la loi, les coutumes et l'autorité anglaise étaient les plus fortes. Au-delà de ces frontières, pourtant, l'Irlande gaélique continuait de vivre, indomptée et profondément enracinée dans ses anciennes traditions. Le nom même de Pale venait de l'idée de frontière, de clôture, d'une ligne séparant 2 mondes. À l'intérieur, la vie suivait les rythmes de l'ordre féodal. Les marchés grouillaient de produits à l'anglaise, les tribunaux résonnaient de lois rédigées en français et en latin, et l'architecture parlait d'un autre mode de vie maison de pierre, église paroissiale et ville fortifiée qui ressemblaient davantage à l'Angleterre qu'aux campagnes irlandaises autour. Pour ceux qui vivaient dans le Pal, la loyauté allait à la couronne anglaise, bien que cette fidélité fût parfois fragile, mais franchit ses frontières, et le tableau changeait complètement. Les lois du Pal n'avaient aucun poids dans les vastes étendues contrôlées par les chefs gaéliques. Là, le bétail mesurait encore la richesse. Les poètes récitaient toujours les anciennes généalogies, et le droit breton s'appliquait comme il l'avait fait avant même que les Normands ne posent le pied sur le sol irlandais. Pour les habitants du Pal, ces territoires étaient hors la loi, mais pour les clans qui y vivaient, c'était simplement chez eux. Le contraste ne pouvait être plus net. Imagine un marchand normand à Dublin, vêtu de lin et de laine, marchandant des épices venues de mers lointaines. Puis, à seulement quelques kilomètres de là, un fermier gaélique menant son bétail à travers des champs détrempés, enveloppés dans un lourd manteau contre la pluie. Ces 2 hommes vivaient dans le même pays, respiraient le même air humide, mais leur monde était séparé par la langue, la loi et les coutumes. Et pourtant, la frontière n'était jamais absolue. Le commerce la traversait, les mariages la franchissaient, et même les loyautés passaient de part et d'autre. Les seigneurs normands qui vivaient trop longtemps hors du Pale se retrouvaient souvent happés par les coutumes gaéliques, adoptant la langue, l'habit
et la loi irlandaise. Certains furent même accusés de devenir plus irlandais que les Irlandais eux-mêmes. La couronne d'Angleterre observait cela avec méfiance, craignant de perdre son emprise. Pour l'empêcher, des règles strictes furent rédigées, interdisant les mariages mixtes, bannissant l'usage de la langue irlandaise parmi les colons et les obligeant à conserver les coutumes anglaises. Les Statutes de Kilkenny, en 1366, rendirent ces interdictions officielles. Mais des règles sur du parchemin se brisent facilement lorsque la vie quotidienne exige autre chose. Le Pale était à la fois une zone de sécurité et une prison. Pour ceux qui y vivaient, il offrait stabilité, marché et protection de la couronne anglaise. Mais il les coupait aussi du reste de l'île, les entourant d'un territoire qu'ils considéraient comme hostile et imprévisible. Pour ceux de l'extérieur, le Pale était une intrusion étrangère, un rappel constant que leur souveraineté était menacée. Raids et contre-raids étaient fréquents, la frontière se déplaçant au gré des conflits de chaque génération. Parfois, des guerriers gaéliques chevauchaient jusqu'à ces murs, emportant du bétail ou incendiant des champs, rappel brutal que le pouvoir du Pale n'était jamais absolu. Pour les gens ordinaires, cela devait ressembler à une marche sur un fil. Un fermier vivant près de la frontière pouvait devoir un loyer à un seigneur normand tout en comptant encore sur les liens de parenté d'un clan gaélique. Un marchand pouvait vendre ses biens à Dublin le jour et rapporter des histoires gaéliques à sa famille le soir. Des mariages unissaient parfois des familles des deux côtés, créant des liens qui défiaient les décrets royaux. La frontière était réelle, mais poreuse, vivante d'échanges autant que d'hostilité. Même la religion brouillait la ligne. Les deux mondes étaient chrétiens, mais la dévotion prenait des formes différentes. Dans le Pale, le culte suivait les usages anglais, avec des prières latines dans des églises de pierre. Au-delà, les traditions gaéliques mêlaient foi et croyances populaires, où puits sacrés, pierres bénies et fêtes aux rythmes anciens marquaient encore la piété. Prêtres et moines passaient parfois d'un monde à l'autre, emportant avec eux des fragments de chacun. En fin de compte, le Pale devint un symbole de division dans l'Irlande médiévale, rappel visible que l'île n'était pas une, mais multiple, son peuple partagé entre deux mondes. Et pourtant, cette division même fit que ni l'un ni l'autre ne disparut jamais complètement. La tradition gaélique persista, même dans l'ombre des murs normands, et les usages normands laissèrent leur empreinte jusque dans les bastions gaéliques. C'était une terre de tension, mais aussi de mélange, où les identités n'étaient jamais simples, et où survivre signifiait apprendre à vivre dans les deux mondes à la fois. La vie quotidienne, à l'intérieur d'un château médiéval irlandais, passait un instant les lourdes portes d'un château médiéval irlandais et laissait derrière vous les chemins boueux et les champs alentours. Ici, l'air change. Il sent la fumée des cuisines, la pierre humide des murs et parfois l'odeur âcre des chevaux dans les écuries. La vie dans ces forteresses n'était pas seulement faite de guerre, c'était l'existence de tous les jours, avec ses propres rythmes de travail, de devoir et de survie. À l'aube, le château s'éveillait. Les serviteurs couraient dans les couloirs étroits, portant des seaux d'eau tirés des puits de la cour. Le bruit du fer résonnait depuis les cuisines, où l'on attisait le feu et où l'on faisait cuire du pain sur l'âtre. Les enfants des familles nobles, encore ensommeillés, étaient habillés par leurs domestiques de tuniques de laine, leurs cheveux soigneusement peignés avant les leçons données par un précepteur ou un prêtre. L'air était chargé de l'odeur de paille et de jonc, répandue sur les sols et changée seulement lorsqu'ils devenaient trop sales. La grande salle était le cœur de tout. Le jour, elle servait au repas, au rassemblement et à la justice. Aux longues tables de bois, chacun s'asseyait selon son rang, le seigneur et la dame au centre, les chevaliers et officiers tout près, et les serviteurs plus loin. Les repas étaient copieux mais simples pains, fromage, viande salée, bière tirée des tonneaux. Les conversations se mêlaient au crépitement du feu, entre rires, nouvelles et parfois disputes. La nuit,
la salle changeait d'ambiance, accueillant parfois des festins avec musique, récits et harpe. Même dans la fête, les ombres des torches rappelaient à chacun que le danger n'était jamais loin. La vie ici se divisait selon le rang. Les seigneurs et dames avaient des chambres privées ornées de tapisseries qui adoucissaient le froid de la pierre. Les chevaliers s'entraînaient dans les cours, pratiquant le maniement de l'épée et les exercices à cheval, leurs armures tintant à chaque mouvement. Les serviteurs travaillaient sans relâche, soignant les animaux, réparant les murs, frottant les joncs du sol. Pour eux, la vie au château était rude, mais elle offrait aussi la protection de hautes murailles quand les pillards arrivaient. Les défenses marquaient chaque partie du bâtiment. Les escaliers s'enroulaient en spirales étroites, conçues pour avantager les défenseurs droitiers face aux assaillants. De minces meurtrières perçaient les murs, laissant passer des filets de lumière le jour. Dans les réserves en bas, on gardait soigneusement poissons salés, fèves sèches et tonneaux de bière, car les sièges pouvaient durer des semaines. Même les plus petits détails, comme l'emplacement des puits, montraient la prévoyance. Il fallait de l'eau à l'intérieur, si l'ennemi les coupait du monde extérieur. Et pourtant, au milieu de cette logique guerrière, il y avait aussi de la beauté. Certains châteaux portaient de fines sculptures au-dessus des portes, ou laissaient flotter des bannières colorées au vent. Les harpistes et poètes étaient souvent les bienvenus, leurs chansons et récits brisant la monotonie de la pierre et du devoir. Même dans l'épreuve, les gens cherchaient histoire, musique et couleurs pour illuminer les murs gris qui les entouraient. Pour les enfants grandissant dans ces châteaux, le lieu était à la fois foyer et forteresse. Ils apprenaient à grimper les tours, à observer les soldats s'entraîner et à écouter attentivement quand les anciens parlaient de loyauté et d'honneur. Les fils des familles nobles étaient souvent confiés à des clans alliés, tissant des liens qui pouvaient s'avérer vitaux plus tard. Les filles apprenaient l'art délicat de gérer une maison, de tisser des alliances et parfois d'exercer une influence discrète sur des hommes puissants. Le château était plus que de la pierre, et du mortier c'était une scène où se jouaient des vies, chacun tenant son rôle pour la survie de tous. Et si on les imagine souvent uniquement comme des lieux de bataille, leurs murs résonnaient chaque jour des bruits de la vie ordinaire. Rires d'enfants, aboiements de chiens dans la cour, coups réguliers du forgeron et carillons des cloches marquant le temps. Marcher aujourd'hui dans leurs ruines, c'est sentir ces échos. Les murs sont silencieux, mais ils ont abrité des histoires de naissance, d'amour, de travail, de peur et de foi. La vie quotidienne dans un château médiéval irlandais n'était pas seulement une préparation à la guerre, c'était une lutte pour vivre, durer et trouver de petits instants d'humanité derrière la froideur de la pierre grise. Les lois gaéliques breuant contre la règle féodale normande, toute société a besoin de règles pour tenir ensemble, et dans l'Irlande médiévale, deux systèmes très différents de lois se heurtaient comme des marées contraires. D'un côté se tenaient les anciennes lois gaéliques brehons, un réseau de coutumes qui guidait la vie irlandaise depuis des siècles. De l'autre, le système féodal normand, venu d'outre-mer avec ses châteaux, ses chevaliers et ses revendications d'autorité royale. C'étaient non seulement deux façons de gouverner, mais deux visions du monde. Les lois brehons étaient plus anciennes que le christianisme lui-même en Irlande, transmises par la mémoire et la tradition orale bien avant d'être écrites. Elles n'étaient pas créées par les rois, mais appliquées par les bréons des juges savants porteurs de la sagesse des générations. Ces hommes n'étaient pas des dirigeants politiques, mais des arbitres neutres, respectés pour leur savoir et leur équité. Leur rôle était d'interpréter et d'appliquer la coutume, non de l'inventer. Ainsi, la loi semblait appartenir au peuple plutôt qu'à une couronne. Ces lois valorisaient l'équilibre et la réparation plutôt que la punition. Si un homme volait du bétail, il devait le rendre, souvent avec un supplément. Si un tort était commis, une compensation était donnée pour restaurer l'honneur et apaiser la fracture. L'exécution et l'emprisonnement étaient rares, presque étrangers. La justice visait à rétablir l'harmonie, pas à écraser le coupable.
Même les poètes et les érudits bénéficiaient d'une protection spéciale, considérés comme gardiens de la tradition. C'était aussi un système profondément lié à la parenté. La responsabilité ne reposait pas seulement sur l'individu, mais souvent sur toute la famille ou le clan. L'honneur était partagé, et la honte aussi. Cela rendait la société étroitement tissée, chaque action rejaillissant sur les proches. Même un noble pouvait être tenu responsable, car personne n'était au-dessus de la loi. Et, au cœur du système, on reconnaissait davantage de droits aux femmes que dans bien d'autres codes médiévaux. Elles pouvaient hériter de terres, posséder des biens et, dans certains cas, divorcer. Une loi permettait même à une femme de quitter son mari s'il devenait trop gros pour remplir ses devoirs conjugaux, un détail qui surprend encore aujourd'hui et montre à la fois le côté pratique et humain de ce système. Les Normands, eux, apportaient quelque chose de totalement différent. Leurs règles féodales reposaient sur la hiérarchie. Tout en haut se tenait le roi, en dessous les seigneurs, puis les vassaux et les paysans liés par serments et obligations. La terre n'était pas partagée au sein des familles, mais détenue en chaînes strictes, accordée comme récompense pour loyauté et service. La parole du roi faisait loi, et les peines pouvaient être sévères: exécution, confiscation de terres ou emprisonnement dans une cellule de pierre. La justice, ici, n'était pas là pour restaurer l'harmonie, mais pour imposer l'obéissance. Imaginez la confusion quand ces mondes se croisaient. Dans les territoires gaéliques, un bréon pouvait encore régler un conflit par négociation, avec une compensation soigneusement calculée en bétail ou en biens. Dans les places fortes normandes, un seigneur sévère pouvait juger dans une salle de pierre, imposant amende ou punition au nom du roi. Un fermier pris entre ces deux mondes pouvait se retrouver écartelé une loi exigeant réparation, l'autre soumission. Cet affrontement n'était pas seulement une question de règles, mais de valeurs. Le système bréon voyait la loi comme une tradition vivante, liée à la parenté et à la communauté. Les Normands la considéraient comme un outil de contrôle, liant la société à la volonté de la couronne. Avec le temps, cette tension façonna la vie irlandaise de façon complexe. Certains seigneurs normands, installés longtemps parmi les Irlandais, adoptèrent des coutumes gaéliques et soumirent même leurs litiges aux bréons. D'autres restèrent attachés à la loi féodale, la voyant comme une preuve de leur supériorité et de leur civilisation. Pour le peuple ordinaire, ce mélange devait sembler déroutant, mais aussi parfois utile. Dans certaines régions, on pouvait même choisir le système le plus avantageux, chercher la justice bréon si elle favorisait sa cause, ou les tribunaux normands si l'on espérait plus de sécurité. Cette dualité créa un patchwork juridique à travers l'île, aussi inégal et changeant que son paysage politique. La survie des lois bréons fut remarquable. Bien qu'affaiblies par la pression normande, elles continuèrent à être appliquées dans les régions gaéliques pendant des siècles, survivant jusqu'au XVIIe siècle dans certains endroits. Leur simple endurance était un acte discret de résistance, la preuve que l'identité irlandaise ne pouvait être effacée par la conquête seule. Et la loi normande, aussi puissante fut-elle, ne s'enracina jamais pleinement dans les terres gaéliques. Ensemble, ces systèmes nous montrent que l'Irlande médiévale n'était pas un pays d'une seule voix ou d'un seul ordre, mais un lieu où traditions se chevauchaient, s'opposaient et parfois coexistaient de façon inattendue. Dans le choc entre réparation et punition, parenté et couronne, harmonie et hiérarchie, on entrevoit l'histoire plus profonde de l'Irlande elle-même, une terre toujours en négociation entre l'ancien et le nouveau, toujours en adaptation et toujours fidèle à son âme. École monastique, gardien du savoir et trésor caché, loin du fracas des épées et des silhouettes sévères des châteaux, un autre monde perdurait dans l'Irlande médiévale plus calme, plus doux, fait de livres, de cloches et d'apprentissage. Dans des monastères disséminés à travers l'île, les moines veillaient non seulement à leurs prières, mais aussi au savoir lui-même. Ces écoles monastiques devinrent le cœur de la réputation de l'Irlande
comme terre de saints et de savants, préservant la sagesse, tandis qu'une grande partie de l'Europe peinait dans l'obscurité laissée par l'effondrement de Rome. Imagine un petit monastère de pierre posé contre des collines ondulantes. Les murs sont simples, bâtis pour durer plutôt que pour impressionner. À l'intérieur, des cloîtres entourent un petit jardin où poussent des herbes médicinales, tandis que des cloches sonnent doucement le passage des heures. Ici, les moines vivaient selon des routines strictes de prière, d'études et de travail. Mais c'est dans leur scriptoria, leur salle d'écriture, que les véritables trésors étaient maintenus en vie. À la lueur vacillante des bougies, des scribes penchés sur le vélin, la plume à la main, copiaient ligne après ligne avec une patience méticuleuse. Les mots n'étaient pas seulement des écritures sacrées, mais aussi des fragments de textes latins, d'histoire et de poésie qui, sans eux, auraient pu disparaître à jamais. Sur certaines pages, des motifs élaborés se déployaient nœuds entrelacés, bêtes fantastiques, éclats de couleurs et d'or. Ce n'étaient pas de simples mots sur parchemin, c'étaient des prières rendues visibles, la dévotion devenue art. Des livres comme le livre de Kells ou le livre de Dureau émerveillent encore aujourd'hui, rappel lumineux de l'attachement des moines à la beauté et à la vérité. Pourtant, ces écoles n'étaient pas seulement des lieux de copie, c'étaient des lieux d'enseignement. Des élèves se rassemblaient autour de leur maître, écoutant des leçons de latin, de théologie, de mathématiques ou de droit. Certains venaient de familles aisées qui espéraient voir leur fils devenir prêtre ou érudit. D'autres venaient d'humbles foyers, attirés par la promesse d'apprendre à une époque où savoir lire était rare. L'air de ces écoles était rempli de récitations murmurées, du grattement des plumes et du doux rythme d'un savoir transmis. Mais avec la sagesse venait le danger. Les trésors conservés dans ces monastères manuscrits précieux, calices d'or, reliquaires incrustés de gemmes, étaient irrésistibles pour les pillards. Bien avant les Normands, les Vikings avaient pris d'assaut de nombreux monastères, emportant des richesses et brûlant parfois des bibliothèques. Même plus tard, des chefs de guerre et des clans rivaux n'hésitaient pas à piller ces refuges. Étroites, avec des portes placées en hauteur. Quand les pillards arrivaient, les moines s'y réfugiaient, tirant les échelles derrière eux et cachaient livres et trésors à l'abri des pierres. Dissimulés sous des planchers, glissés dans des murs ou scellés dans des coffrets, bien des manuscrits et objets sacrés ne survécurent que parce que des moines eurent le réflexe de les cacher. Certains furent redécouverts des siècles plus tard, leurs couleurs encore vives, leurs pages chuchotant à travers les âges. D'autres restent perdus, enfouis par le temps, attendant peu d'être trouvés dans des tourbières ou des ruines. Malgré les dangers, ces écoles monastiques brillaient comme des lanternes dans la nuit. Elles préservèrent non seulement la culture de l'Irlande, mais gardèrent aussi vivants des fragments du monde classique, des textes de philosophie, de médecine et de sciences qui auraient pu être oubliés. Les voyageurs venus d'ailleurs s'émerveillaient souvent de la profondeur du savoir ici, décrivant l'Irlande comme une île de sagesse, où saints et savants marchaient côte à côte. Dans le calme de ces monastères, on trouve un contrepoint aux batailles et aux luttes de pouvoir qui dominent souvent les récits. Il nous rappelle que le monde médiéval n'était pas fait que d'acier et de pierre, mais aussi d'encre et de prière. Les trésors qu'ils protégèrent, à la fois les manuscrits matériels et le don immatériel du savoir, furent aussi vitaux à la survie de l'Irlande que n'importe quelle forteresse ou épée. Et bien que de nombreux siècles aient passé, leur héritage vacille encore, comme la lueur d'une bougie sur le vélin, douce mais tenace. La puissance du mythe, fées, héros et lieux sacrés, aux côtés des lois, des batailles et des châteaux, une autre force façonna l'Irlande médiévale, le mythe. Pour les habitants de l'île, les histoires n'étaient pas de simples divertissements. Elles étaient des fils tissés dans la vie quotidienne, reliant le passé au présent, l'humain à l'invisible. Dans les champs, les forêts et les cercles de pierre, les mythes respiraient doucement, portés par des murmures et des chants. Même avec l'essor du christianisme, les anciens récits persistèrent,
vivant à côté des écritures sans jamais tout à fait s'éteindre. Les fées, ou Aos-si, n'étaient pas les figures espiègles du folklore tardif, mais des êtres puissants liés à la terre elle-même. On disait qu'elles vivaient dans des tertres et des collines, dans les creux des arbres ou sous des pierres anciennes. Déranger leur demeure était dangereux. Un fermier y réfléchissait à 2 fois avant de labourer trop près d'un fort des fées. On laissait parfois des offrandes de lait ou de pain, geste discret de respect pour maintenir la paix avec l'invisible. Certains croyaient que des chemins de fées des lignes reliant ces tertres sacrés ne devaient pas être obstrués, sous peine d'attirer le malheur sur la maison. Ces récits, transmis de parents à enfants, gardaient le paysage vivant de mystère, chaque colline et chaque vallon ombragé abritant un secret. Les héros, eux aussi, vivaient dans la mémoire. Les histoires de Cuchulainn, le chien d'Ulster, ou de Fionn mac Cumaill et de sa bande de guerriers, les Fianna, se racontaient dans des salles enfumées pendant les longues nuits d'hiver. Ce n'était pas de simples divertissements. Elles portaient des leçons de bravoure, de loyauté et de sacrifice. Les enfants grandissaient avec ces récits. L'imagination enflammée par des combats aux chances impossibles, des chasses à travers des forêts enchantées, ou des duels où le destin lui-même semblait intervenir. Même les nobles et les moines, malgré leur piété, écoutaient ces histoires, car le mythe faisait autant partie de l'âme de l'Irlande que la prière. Et puis, il y avait les lieux sacrés. Des cercles de pierre, des dolmens et des tombes à couloirs parsemaient la campagne des monuments laissés par des ancêtres bien avant le Moyen Âge. À l'époque médiévale, on n'en connaissait pas toujours les origines exactes, mais on en sentait la puissance. Un grand tertre pouvait être dit le repos d'un roi mythique, un cercle de pierre, une porte vers l'autre monde. Des pèlerins marchaient jusqu'à des puits réputés guérisseurs, tandis que des guerriers prêtaient serment au pied de menhirs. Même à l'ère des clochers et des manuscrits, les vieilles pierres parlaient encore. D'autres mythes se tissaient dans le rythme même de la vie. La banshee, à la fois crainte et respectée, était censée gémir la nuit quand la mort approchait une maison. Son cri courant dans les vallées comme le vent. Les aubépines étaient laissées intactes par peur d'offenser les fées censées y demeurer, tandis que l'on disait que les prunelliers abritaient des esprits inquiets. À certaines nuits de l'année, surtout à Samaïn, la fête marquant la frontière entre l'ancienne saison et la nouvelle, on croyait que le voile séparant vivants et morts s'affinait. On allumait des feux pour éloigner les esprits nuisibles et l'on déposait de la nourriture sur les seuils pour les âmes errantes. Le mélange du mythe et de la foi donna à l'Irlande médiévale un caractère unique. Un moine pouvait passer sa journée à copier les évangiles et sa soirée à écouter un barde chanter Cuchulainn. Un chef de clan pouvait prier dans une chapelle, puis laisser une offrande à un puits sacré. Pour eux, il n'y avait pas de frontière nette entre le sacré et le mythique. Les deux façonnaient leur vision du monde, offraient du sens, et les reliaient à quelque chose de plus grand qu'eux. Ce qui rend ces mythes si durables, c'est la manière dont ils influençaient silencieusement les choix du quotidien. Un fermier refusant d'abattre un arbre des fées, un guerrier portant le nom d'un héros légendaire, une mère avertissant son enfant de ne pas s'approcher de certaines collines, autant d'actes de croyance qui maintenaient les anciens récits en vie. Et aujourd'hui encore, des siècles plus tard, quand on marche dans la campagne irlandaise, on sent facilement que l'air en porte encore la trace. Ainsi, le monde médiéval de l'Irlande n'était pas seulement fait de châteaux de pierre et de rivalités claniques. Il était aussi façonné par des présences invisibles, par des héros disparus mais jamais oubliés, et par des lieux sacrés où le voile entre les mondes semblait mince. Les mythes donnaient des couleurs au quotidien, de l'émerveillement à l'ordinaire, et un sens à la rudesse de la survie. Ils étaient, à leur manière discrète, aussi vitaux que la loi ou l'acier. Raids de bétail, guerre et code du guerrier, si les mythes donnaient sa couleur à l'Irlande, la guerre lui donnait son tranchant. Dans le monde médiéval, le conflit n'était jamais loin,
Et au cœur des luttes gaéliques se trouvait quelque chose d'étonnamment simple, le bétail. Le bétail, c'était la richesse, la fierté, la survie. Dérober un troupeau à un clan rival n'était pas seulement un vol. C'était une déclaration de force, un défi public qui appelait une riposte. Ces raids, appelés teints, étaient tissés dans le rythme de la vie, célébrés dans les récits et redoutés dans la réalité. Imaginez une nuit au clair de lune, au bord d'une vallée. L'air est vif, l'herbe humide de rosée. Des guerriers avancent en silence dans les ombres, leurs manteaux serrés contre le froid. Puis, d'un cri soudain, ils lancent le bétail de l'ennemi, les sabots martelant la terre comme le tonnerre. Pour les victimes, la perte était dévastatrice. Le bétail n'était pas seulement de la nourriture, mais une mesure de pouvoir. Pour les assaillants, la réussite était la gloire, la preuve de leur bravoure et de leur habileté. Mais la guerre en Irlande ne se résumait jamais au bétail. L'honneur était la vraie monnaie. Et l'on se battait pour le défendre. La réputation d'un chef valait tout. Paraître faible invitait l'attaque, être réputé farouche tenait les ennemis à distance. Les guerriers vivaient selon un code exigeant courage, loyauté envers les siens et disponibilité à verser le sang quand l'honneur l'exigeait. Les chants célébraient non seulement des victoires, mais des exploits individuels, un guerrier tenant seul un gué contre plusieurs, un autre terrassant un champion rival en combat singulier. Dans ce monde, la mémoire de la bravoure comptait autant que la bataille elle-même. Les armes étaient simples mais meurtrières. Les lances, les plus courantes, brillaient au soleil de leurs pointes de fer. Les épées, bien précieux, se transmettaient de génération en génération, souvent nommées et chantées. Les boucliers, peints de couleurs vives, étaient à la fois protection et fierté. Les haches servaient aussi, outils devenus armes. Les combats étaient souvent des escarmouches plutôt que d'immenses affrontements, mais n'en étaient pas moins féroces. Une seule victoire pouvait bouleverser l'équilibre entre clans, modifier tribus, alliances matrimoniales ou terres. La vie du guerrier n'était pas faite que de combats, mais d'appartenance. Un jeune homme pouvait être confié à un autre clan, formé aux armes et à la loyauté dès l'enfance. Il grandissait parmi des compagnons plus proches que des frères, liés par le risque et l'honneur partagé. Quand ils marchaient au combat, leur chant s'élevait d'une seule voix, défiant la mort. Un guerrier tombé n'était pas pleuré en silence mais en vers. Ses exploits, célébrés par les poètes, lui donnaient l'immortalité du chant. Les raids et les guerres étaient sanglants, mais ils obéissaient à des règles. Selon les lois brehons, certains codes valaient même en temps de conflit. Femmes et clercs devaient être épargnés, même si cette règle n'était pas toujours respectée. L'honneur se gagnait par un combat loyal, non par le massacre des sans-défense. Même le butin devait être partagé selon la coutume bétail, armes et captifs répartis équitablement. Ces règles donnaient une forme à la guerre, même lorsque le champ de bataille sombrait dans le chaos. Le plus célèbre des raids de bétail, raconté dans la grande saga Tainbo Quainge, devint comme un miroir du réel, le mythe reflétant la vie. Le héros Cu Chulainn y défend l'Ulster contre une armée venue voler un grand taureau. Plus grand que nature, le récit portait des vérités sur la bravoure, la loyauté et le rôle central du bétail dans la culture gaélique. Tout guerrier, l'écoutant au coin du feu, devait sentir ces leçons résonner dans sa propre existence. Mais le code du guerrier ne se limitait pas au combat. Il se liait à l'hospitalité, à la générosité et à l'honneur hors du champ de bataille. Un chef se jugeait non seulement à ses victoires, mais à sa capacité à nourrir les siens, à la richesse de ses banquets, à l'équité envers sa parenté. Refuser l'hospitalité était honteux. L'offrir, même à un ennemi, était marque de grandeur. Ainsi, guerre et paix étaient liés par le même fil l'honneur. Pour les simples fermiers, bien sûr, les raids n'apportaient que la peur. La fumée s'élevant de la ferme d'à côté, le bruit de sabots dans la nuit, ou le choc soudain de l'acier pouvait signifier la ruine.
Perdre un troupeau, c'était risquer la faim autant que l'humiliation. Les familles vivaient avec la certitude que l'aube suivante pouvait voir des pillards franchir la colline. Pour elles, le code du guerrier était à la fois protection et menace garantissant un certain ordre, sans jamais promettre la sécurité. Le bétail, à bien des égards, était la monnaie de la vie. Il servait à mesurer les amendes en droit brehon, à sceller les contrats de mariage, à récompenser la loyauté et à afficher le statut. Un clan riche était celui dont les pâturages regorgeaient de bêtes, dont les raideurs pouvaient protéger ou agrandir les troupeaux. Voler du bétail, donc, n'était pas seulement prendre des biens, c'était frapper au cœur de l'honneur d'un rival. Et parce que l'honneur exigeait une réponse, les raids se transformaient en cycles de vengeance, génération après génération. La formation des guerriers comptait autant que les raids eux-mêmes. Dès l'enfance, on apprenait aux garçons la lance, l'équitation, la lutte et l'endurance. Le courage se transmettait autant par les histoires que par l'entraînement, les récits de la fougue de Cuchulainn, de la sagesse de Fionn, de la loyauté des Fianna. Ces histoires faisaient office de manuel de vie, fixant ce qu'un guerrier devait être. Flancher au combat était une honte, tenir bon, même en infériorité, la plus haute des vertus. Et pourtant, sous cette bravoure, la guerre restait très pragmatique. On lançait les raids aux saisons où le bétail était gras, où les pâtures étaient riches, où le temps permettait des mouvements rapides. Les guerriers connaissaient la terre intimement, chaque marécage, gué et colline propice à une embuscade. Les batailles ne se gagnaient pas toujours par la force brute, mais par la ruse, la vitesse et l'usage intelligent du terrain. Les rites de la guerre comptaient aussi. Avant l'affrontement, on pouvait se peindre, aiguiser rituellement les armes ou solliciter les bénédictions de poètes et de druides. On prêtait serment, parfois sur des pierres sacrées ou des reliques, se liant au courage sous peine de déshonneur. Après coup, on marquait les victoires par des festins, les défaites par le deuil, et l'une comme l'autre par la poésie, car les mots duraient autant que les blessures. Aux yeux d'observateurs extérieurs, comme les chroniqueurs normands, la guerre gaélique paraissait chaotique, presque sans loi. Mais, au sein des clans, c'était tout le contraire. Elle suivait des rythmes, des codes et des traditions qui lui donnaient sens. Pour les Normands, la terre se tenait par chartes et châteaux. Pour les Irlandais, la terre se vivait, se défendait par la parenté et se mesurait en bétail. Ces différences n'étaient pas que économiques, elles touchaient à l'identité. Au fond, les raids de bétail et la guerre n'étaient pas seulement des questions de survie, c'étaient des mises en scène du pouvoir, tissées dans l'âme médiévale de l'Irlande. Chaque raid était une épreuve de courage, chaque bataille une scène où l'honneur se gagnait ou se perdait. Et dans les chants des poètes, ces instants vivaient à jamais, traversant les siècles pour rappeler qu'en Irlande, la bravoure valait autant que le souffle. Couronnes anglaises et la lutte pour l'allégeance irlandaise, tandis que comtes et chefs de clan asseyaient leur pouvoir en Irlande, une autre force s'imposait depuis la mer, la couronne anglaise. Depuis que Henri le Sécond posa le pied à Waterford en l'an 1171, les rois d'Angleterre revendiquèrent la suzeraineté sur l'Irlande. En vérité, leur emprise était souvent lâche. Pendant des siècles, leur influence vacilla, forte dans certains lieux, faible dans d'autres, selon l'attention que le roi d'outre-mer voulait bien accorder. Mais leur ombre resta toujours présente, et leur objectif demeura le même, obtenir l'allégeance. Pour la couronne anglaise, l'Irlande n'était pas une terre d'égaux, mais un territoire à soumettre. Des décrets arrivaient de Londres, proclamant l'autorité, exigeant la loyauté, imposant aux comtes normands comme aux seigneurs irlandais de plier le genou. Certains le faisaient volontiers, cherchant la faveur royale pour renforcer leur propre position. D'autres s'y soumettaient à contre-cœur, estimant que céder du moins, en apparence, était plus sûr que défier, et d'autres refusaient catégoriquement, se repliant dans montagnes et tourbières où aucun ordre royal ne pouvait les atteindre. Imagine les cérémonies. Dans une grande salle,
Un chef gaélique s'agenouille devant un émissaire anglais, plaçant ses mains entre les siennes dans le rituel de l'hommage. Des mots sont prononcés, des serments prêtés, et l'on croit un instant que la loyauté est acquise. Mais lorsque l'envoyé repart et que les bannières se replient, ce même chef se relève, sourit et murmure à ses proches « Nous tiendrons parole tant que cela nous servira ». L'allégeance était souvent un masque, porté quand cela arrangeait, rejeté dès que les vents du pouvoir changeaient. Pour les rois d'Angleterre, cette inconstance était insupportable. Ils promulguaient des statuts interdisant le mélange des coutumes anglaises et irlandaises, des lois imposant l'obéissance, des ordres pour tenir fermement château et ville sous l'autorité royale. L'exemple le plus célèbre fut celui des Statutes de Kilkenny en l'an 1366. Ces lois voulaient empêcher les colons de s'ensauvager en épousant des Irlandais, en parlant la langue ou en suivant le droit brehon. Mais des décrets sur parchemin ne pouvaient remodeler si facilement la vie humaine. De nombreuses familles normandes continuèrent à se mêler à la culture gaélique, devenant à moitié irlandaises tout en restant sujet du roi. Les exemples historiques montrent combien l'allégeance était fragile. Les Fitzgerald, comtes de Kildare, sans doute la famille la plus puissante de la fin du Moyen Âge, juraient souvent fidélité à la couronne tout en gouvernant presque comme des princes indépendants. Le 9e comte, Gerald Fitzgerald, déclara un jour « Toute l'Irlande ne peut gouverner ce comte », soulignant combien les rois anglais devaient compter sur des magnats locaux dont l'allégeance restait des plus douteuses. En Ulster, la dynastie des O'Neill accepta parfois titres et chartes anglaises, pour ensuite se retourner contre la couronne quand cela les arrangeait. De même, les O'Connor du Connacht oscillaient entre hommage aux rois anglais et guerre contre leurs représentants. La distance et la division rendaient la tâche royale presque impossible. Les clans irlandais étaient trop obstinés, les comtes trop ambitieux, et le paysage trop sauvage pour se plier à un ordre royal bien rangé. Même le Pal, cœur du pouvoir anglais autour de Dublin, semblait souvent précaire ses habitants pris entre fidélité à Londres et pression des résistances gaéliques. À l'intérieur, corruption et rivalité affaiblissaient l'autorité. À l'extérieur, raids et défiances rongeaient la puissance de la couronne. La lutte pour l'allégeance façonnait la politique quotidienne. Un seigneur normand pouvait chercher la faveur du roi en promettant hommes et impôts, tout en commerçant secrètement avec des voisins gaéliques. Un chef irlandais pouvait écrire de belles lettres de soumission, en latin, envoyées au-delà de la mer, tout en appliquant chez lui le droit brehon. Certains jouaient même une couronne contre une autre, se tournant vers l'Écosse ou la France lorsque les exigences anglaises devenaient trop lourdes. L'invasion d'Edward Bruce en l'an 1306, soutenue par de nombreux seigneurs gaéliques, fut l'un de ces moments où l'allégeance bascula de l'Angleterre vers l'espoir d'un roi écossais. Et pourtant, l'attrait de la couronne était réel. Être reconnu par le roi d'Angleterre, c'était obtenir la légitimité, surtout pour les comtes normands soucieux de sécuriser leurs terres. Les chartes royales et les sceaux, traversant la mer d'Irlande, donnaient du poids à leurs revendications d'une façon qu'aucun serment local ne pouvait égaler. Pour les chefs gaéliques, l'allégeance pouvait apporter armes, or ou traité de paix, mais elle avait aussi un prix, une lente érosion de l'indépendance, une soumission à un pouvoir qui, une fois saisi, ne lâchait plus. Pour les gens ordinaires, ces luttes pouvaient sembler lointaines, mais leurs effets étaient bien réels. Les impôts pouvaient être relevés pour satisfaire une demande royale. Des raids pouvaient être lancés pour punir un seigneur rebelle. Les marchés des villes pouvaient prospérer ou dépérir selon qui avait la faveur royale. Même la langue portait ce poids latin et français dans les chartes, irlandais dans les campagnes, et l'anglais s'infiltrant lentement aux marges. L'allégeance n'était pas seulement un jeu politique, mais une force qui touchait fermiers, marchands, moines et soldats. À travers tout cela, la couronne anglaise persista, patiente et vigilante. Les rois changeaient, les dynasties passaient des Angevins aux Plantagenets, puis aux Tudors,
mais le désir de régner sur l'Irlande resta constant. La lutte pour l'allégeance ne se gagna pas en une seule bataille, ni par un seul traité. Elle s'étira sur des générations, façonnant l'histoire médiévale de l'Irlande aussi sûrement que l'acier ou la pierre. Et dans ce tiraillement, les chefs irlandais trouvèrent à la fois des opportunités et des périls, pesant loyauté et liberté, un serment après l'autre. La Renaissance gaélique avant la tempête Tudor, avant que toute la force de la conquête Tudor ne déferle sur l'Irlande au XVIe siècle, il y eut un moment de résistance, comme un souffle pris à contre-courant. Les historiens l'appellent la Renaissance gaélique. À cette époque, alors même que l'autorité normande et anglaise s'étendait, la culture gaélique refleurissait. La langue, la loi, la poésie et la musique reprirent vigueur, comme si les anciennes traditions, longtemps étouffées, étaient décidées à rappeler à l'île qui elle était vraiment. Imaginez la salle d'un chef dans l'Ouest, loin de l'influence du pâle. Le feu crépite, les guerriers sont assis, leurs lances à portée de main, et au centre un barde se lève. Sa voix porte le poids des siècles, récitant des poèmes en gaélique fluide, célébrant non seulement la bravoure du chef, mais aussi les racines profondes de sa lignée. Ce n'étaient pas des vers vides. Ils étaient la preuve vivante d'une identité, affirmant que le clan tenait bon, lié à ses ancêtres, attaché à sa terre et fidèle à sa tradition. Durant cette renaissance, poètes, musiciens et conteurs occupèrent une place d'honneur. Les familles rivalisaient pour attirer les meilleurs bardes, leur offrant protection et mécénat. Les écoles poétiques prospéraient, où de jeunes hommes apprenaient les maîtres complexes des vers gaéliques, mêlant histoire, loi et louange dans leurs chants. La musique aussi s'épanouissait. Les harpistes pinçaient des cordes qui résonnaient dans les vallées, des mélodies à la fois fières et mélancoliques, portant le cœur battant d'une culture qui refusait de disparaître. La langue irlandaise elle-même était au centre de cet essor. Tandis que la loi anglaise imposait l'usage de langues étrangères dans les tribunaux et les chartes, dans les maisons, les salles et les champs, l'irlandais restait fort. C'était la langue de la loi sous les bréons, la langue de la foi dans les monastères et celle de la vie quotidienne. Sa richesse et son rythme donnaient forme aussi bien aux histoires qu'aux jugements, garantissant qu'au milieu des pressions, l'identité survive. La loi connut elle aussi un renouveau. Dans les régions gaéliques, les lois brehons continuaient d'être pratiquées et enseignées. Bien que la domination féodale normande s'imposât aux frontières, beaucoup de clans restaient fidèles à leur propre système de justice, transmettant des jugements qui reflétaient la sagesse des ancêtres. C'était plus qu'une question légale. C'était un acte de survie culturelle, un refus de céder aux modèles étrangers. Ce qui frappe dans cette renaissance gaélique, c'est l'alliance de la fierté et du pragmatisme. Les chefs continuaient de piller, de combattre leurs rivaux, de jouer le jeu dangereux du pouvoir. Mais en parallèle, ils investissaient dans la culture, utilisant poètes et musiciens comme rempart contre l'effacement. Soutenir un barde, c'était affirmer que l'histoire de son clan ne serait pas oubliée. Accueillir des écoles de savoir, c'était proclamer que sa langue ne se tairait pas. La culture devenait ainsi une forme de résistance. Mais ce renouveau n'était pas seulement affaire de fierté, il était aussi politique. De puissantes familles comme les O'Neill en Ulster ou les O'Donnell dans le Donegal investirent lourdement dans l'apprentissage gaélique. Des manuscrits tels que le livre de Ballymote, compilé à la fin du XIVe siècle, ou le livre jaune de Lecamp, virent le jour, rassemblant mythes, lois et histoires. Ces textes n'étaient pas de simples recueils. Ils étaient des armes de mémoire, destinées à ancrer l'identité gaélique face aux pressions extérieures. Copier un ancien récit, c'était affirmer « Nous nous souvenons encore de qui nous sommes ». Les écoles bardiques devinrent de véritables institutions. Les familles envoyaient leurs fils pendant des années pour maîtriser des formes si complexes qu'elles exigeaient parfois des décennies d'études. Ces poètes étaient à la fois historiens, juristes et propagandistes. Leurs vers pouvaient préserver l'honneur d'un chef
ou le réduire en cendres par la satire. Un poème bien placé pouvait immortaliser un seigneur, tandis qu'un vers moqueur pouvait ruiner sa réputation pour des générations. Les dirigeants devaient avoir des poètes à leur côté autant que des guerriers. La musique aussi connut un nouvel élan. La harpe, symbole ancien de l'Irlande, était omniprésente. Les harpistes circulaient de cour en cour, portant avec eux non seulement des mélodies, mais aussi des nouvelles, tissant des liens à travers l'Irlande gaélique. Leurs chants célébraient les victoires, pleuraient les défaites, rappelaient les ancêtres. Certaines de ces mélodies traverseraient les siècles et marqueraient la tradition musicale irlandaise bien au-delà du Moyen Âge. La vie religieuse conserva son rôle. Bien que fragilisés depuis les incursions vikings et normandes, les monastères restaient des foyers de savoir dans les régions gaéliques. Les moines copiaient des textes en irlandais à côté du latin, mêlant foi chrétienne et tradition plus ancienne. Les pèlerinages aux puits sacrés et aux sites saints continuaient, unissant croyances populaires et pratiques chrétiennes. Ainsi, la religion devint un autre fil qui reliait passé et présent, empêchant l'effacement de la culture gaélique. La Renaissance eut aussi une dimension martiale. Les grandes familles de l'époque, comme les O'Brien en Munster ou les McCarthy dans le Desmond, utilisèrent la culture gaélique comme cri de ralliement. Combattre sous leur bannière, c'était défendre non seulement la terre, mais aussi la langue, la loi et la tradition. Avant la bataille, on récitait des poèmes. Les harpistes jouaient pendant que les guerriers s'armaient, et la résistance devenait une lutte pour la survie culturelle. Les exemples historiques éclairent cette période. Les O'Donnell patronnèrent la rédaction des Annales des Quatre Maîtres, grande chronique de l'histoire irlandaise, compilée au début du XVIIe siècle, mais enracinée dans des traditions préservées pendant la Renaissance. Les O'Neill, de leur côté, mêlaient guerre et culture pour affirmer leur domination en Ulster, revendiquant le titre de The O'Neill comme un héritage de l'ancienne royauté gaélique. Ce n'était pas de la nostalgie, mais une stratégie, faire de la culture une forteresse. Le Pal, pendant ce temps, observait avec inquiétude. Les colons anglais voyaient d'un mauvais œil la montée de ces coutumes gaéliques. Malgré les lois interdisant l'usage de l'irlandais, beaucoup dans le Pal le parlaient couramment et adoptaient parfois les habits ou coutumes gaéliques. Les statuts de Kilkenny avaient tenté d'empêcher ce mélange, mais la Renaissance gaélique prouva l'inefficacité de ces mesures. La culture gaélique ne survivait pas seulement, elle se propageait. Imaginez-vous assis au bord de cette salle, écoutant un barde réciter les exploits de héros disparus. Dehors, le vent fait claquer les volets, portant des rumeurs de rois d'outre-mer et de tempêtes à venir. Mais à l'intérieur, la langue irlandaise coule, la harpe résonne, et le monde semble stable un instant. Cette renaissance n'était pas qu'un mouvement culturel, mais une flamme brandie dans le crépuscule, rappelant que, malgré la conquête imminente, l'âme de l'Irlande brûlait encore. Et pourtant, cette flamme était fragile. Les monarques Tudors qui s'élevèrent au XVIe siècle n'acceptaient plus les loyautés partagées. Là où les rois précédents s'étaient contentés d'hommages et d'obéissance occasionnelles, les Tudors exigeaient la soumission. La Renaissance gaélique, pour toute sa beauté, fut la dernière grande floraison, avant la tempête, un ultime chapitre où les traditions de l'Irlande s'élevèrent fièrement, même alors que la vague de la conquête approchait. C'est cette tension qui rend la Renaissance gaélique si émouvante. Ce n'était pas le triomphe d'une culture dominante, mais la résilience d'une culture assiégée. Chaque poème écrit, chaque corde de harpe pincée, chaque jugement rendu sous la loi Brehon était un acte de défi. Et bien que la conquête d'or changeât l'Irlande à jamais, la mémoire de cette renaissance survécut, rappelant aux générations futures que leurs ancêtres n'étaient pas partis en silence, mais qu'ils avaient chanté, récité et écrit leur place dans l'histoire. Les légendes qui ont survécu, au Moyen Âge, à mesure que le Moyen Âge touchait à sa fin, les châteaux s'effondraient, les clans s'élevaient, puis déclinaient,
et l'ombre de la conquête Tudor s'étendait. Pourtant, au milieu de tous ces bouleversements, quelque chose demeurait. Les légendes, les mythes, récits et chants d'Irlande survécurent aux batailles, résistèrent aux lois et portèrent des souvenirs qu'aucune épée ne pouvait effacer. Les récits de Cuchulainn, ce guerrier farouche qui tenait tête seul à des armées, de Fionn mac Cumaill et de la Fianna, chassant dans les vallées sauvages, ou encore des enfants de lyre transformés en cygnes sur un lac solitaire, ces histoires n'étaient pas liées à l'époque des rois et des pillages. Elles appartenaient au cœur du peuple, racontées par les poètes dans les salles enfumées, murmurées par les grands-mères près du feu, chantées par des voyageurs sur les routes, elles passaient d'un âge à l'autre, changeant un peu à chaque fois, mais gardant toujours leur essence. Les écouter, c'était entrer dans un monde où le sacré et le quotidien se mêlaient, où le paysage devenait la scène de l'héroïsme et de la douleur. Les légendes donnaient un sens à la terre elle-même. Une montagne pouvait être connue comme le repos d'un géant. Même les ruines des murs brisés, des pierres anciennes étaient enveloppées d'histoire, expliquées non par l'histoire mais par le mythe. Parcourir la campagne irlandaise, c'était avancer dans un livre vivant de récits où chaque colline, chaque arbre, chaque rivière portait une mémoire. Et ces mythes transmettaient des valeurs autant qu'ils émerveillaient. Les héros incarnaient le courage, la loyauté et le sacrifice. Les malins rappelaient les dangers de l'orgueil. Les contes d'enchantement montraient que la beauté pouvait être piégeuse et que le monde invisible n'était jamais bien loin. Ces histoires façonnaient autant les comportements que l'imaginaire, rappelant ce que signifiait appartenir à un peuple, à une terre, à un héritage plus vaste que soi. Même après que les Normands et les rois d'Angleterre eurent revendiqué l'île, même quand les châteaux s'élevaient puis tombaient en ruine, les récits restaient. Ils étaient plus que des divertissements, ils étaient une identité. Un enfant élevé dans une maison gaélique ne connaissait peu, être pas toute l'histoire politique, mais il connaissait les légendes, il en sentait le rythme, il en percevait la fierté. Les récits assuraient une continuité là où la politique échouait. Ils rappelaient aux Irlandais que, malgré les invasions et les divisions, ils appartenaient à quelque chose de plus ancien et de plus profond que toute couronne. Et ce n'étaient pas seulement des mythes. Les croyances populaires autour des fées, des puits sacrés et des tertres enchantés persistaient, liant le peuple à la terre. Un fermier pouvait encore laisser une offrande au pied d'un arbre à fées, craignant le malheur. Un voyageur pouvait encore murmurer une prière, en passant près d'une pierre ancienne, se souvenant que la frontière entre ce monde et l'autre était réputée fragile. Ces gestes étaient simples, mais ils faisaient pont, reliant la vie médiévale à un passé intemporel, gardant la révérence vivante dans une prière ou un bol de lait laissé à une porte. La force des légendes donna à l'Irlande une résilience que l'histoire seule ne saurait expliquer. Les lois changeaient, les souverains se succédaient, mais les récits tissaient un fil de continuité à travers les siècles. Ils étaient une forme de résistance discrète, gardant la voix du peuple quand la politique tentait de la faire taire. Même aujourd'hui, en parcourant la campagne irlandaise, on le ressent. Chaque colline et chaque vallon porte une histoire. Chaque château en ruine vibre encore d'une mémoire. Les mythes qui ont survécu au Moyen-Âge vivent encore, dans la littérature, dans les chansons, dans les superstitions murmurées, et dans l'imaginaire silencieux de la terre elle-même. Merci d'avoir marché sur ce chemin avec moi, à travers la brume et les mythes, à travers la pierre et les chants. Si ce voyage vous a plu, je serais profondément reconnaissant que vous nous aidiez à atteindre notre objectif d'1 millier de mentions « J'aime ». Votre soutien garde ces récits vivants, les portant plus loin comme le faisaient jadis les poètes. Et pendant que vous êtes ici, n'oubliez pas de vous abonner pour d'autres voyages dans le passé et de laisser un commentaire ci-dessous pour partager vos pensées, vos questions ou vos passages préférés, nous serions ravis de vous lire. Pour l'instant, laissez les échos du passé médiéval de l'Irlande se déposer doucement autour de vous, que les légendes continuent d'habiter vos pensées à mesure que la nuit avance, et que cette terre de châteaux,
de clans et de mythes continuent de vous appeler chaque fois que vous aurez envie de repartir en voyage.